mais par un effet du hasard. Hein. Souvent, c'est le hasard qui nous permet de nous rencontrer avec... Tout d'un coup, il se retrouve, ce ver pensant, oui. va se retrouver enfermé dans un bocal parce qu'un homme bêche et il ramasse des vers, etc. Il les met tous dans un bocal. Mais là, on voit bien qu'ils sont bien dans la lumière. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont prisonniers, mais ils sont dans la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est-à-dire que, oui, je veux être à l'air libre, je veux aller vers la lumière. Ça, tu es à la lumière, tu es avec les autres. Tu n'es même pas capable de vivre avec les autres. Oui. La première des choses que tu fais, c'est je veux survivre, quel qu'en soit le prix. Parce que, tout simplement, je ne me conçois pas avec vous. Je me conçois tout seul. Je suis moi et uniquement moi. Je suis la vérité suprême. Ouais. Alors que si je vous concevais dans ma lumière, dans ma vérité, je pense que j'aurai un petit peu de compassion envers vous, même si ma situation est exactement celle que vous vivez. Ouais. Et puis vous démontrez bien dans cette nouvelle que malheureusement, aussi, là, une part tard de l'être humain, c'est son égoïsme profond. C'est-à-dire, oui, si je suis tout à fait prêt à écraser le voisin, si ça me permet de m'en sortir. C'est-à-dire, bon, après tout, et puis ça m'est égal ce qui se passe à côté. Instinct de conservation, M. Serre. Oh, vous savez, c'est pire que cela. C'est pire peut-être que cela, ouais. Effectivement. Mais moi, dans ma nouvelle, je voulais insister sur le fait que lorsqu'il y a une rupture du lien avec l'autre, la vie devient un enfer. La vie devient un enfer. Lorsqu'on ne conçoit la vie que pour soi, qu'avec soi comme unique acteur, tout ce qui nous entoure devient un enfer. Et c'est ce que vous retrouvez dans la petite boîte, lorsque la gluance est là, lorsqu'il y a des odeurs terribles. Mais les gens, chacun pense à lui-même. Et puis intervient la main. Cette main qui plonge dans le bocal et qui farfouille et qui en tire un. Ça, c'est la main du destin. Ah oui. Toujours le destin. Je reviens toujours à ce thème. La main du destin, c'est la main du pécheur. Pourquoi cette main a choisi tel ver de terre et pas tel autre? Parce que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ça restera tout le temps très mystérieux pour nous. Pourquoi, à un moment, le destin, un mot que j'aime pas trop, a tendance à taper à tel endroit et pas à côté, d'accord, et notre ver de terre va être choisi par la main du destin qui finalement est la main du pécheur. Il va se retrouver sur un hameçon. Ah, c'est quand même, je dirais, très métaphorique que vous choisissiez ce qu'on appelle un pécheur. Bon, ça n'a pas la même signification en arabe qu'en français, mais en français c'est très explicite. Alors, parce que le pêcheur, c'est celui, oui, bon, pas en dehors d'aller chercher des poissons, mais c'est celui qui quand même commet des péchés. Totalement. Alors, je ne sais pas si... Alors, le mot pécheur, dans ce livre, revient à 2 reprises. Ouais. D'accord? Il reviendra dans la nouvelle que vous aimez, Makatib, dans laquelle... Il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un qui à un moment va lui dire il faut qu'on aille voir un petit peu les pêcheurs. Et puis vous avez le pêcheur ici. Effectivement, pêcheur n'est pas un mot qui a été choisi de façon, disons, anodine. Alors là, je vais vous dire, rien n'est hasard dans votre recueil de nouvelles, Djebel Moussafsaf, rien n'est aléatoire, c'est pas... Bon, oulala, je vous tire mon coup de chapeau parce que, d'abord parce que vous avez une très belle écriture. Merci beaucoup. Qui est très... qu'on lit avec beaucoup d'intérêt. Vous avez un champ lexical absolument merveilleux, très recherché. Et puis on voit bien que les situations, les métaphores ne sont pas du tout gratuites. C'est pas juste pour narrer une nouvelle de cette façon-là. Bien au contraire, chaque ligne a bien été étudiée et vous allez dire, bon, avec beaucoup de modestie, j'avoue,
avec beaucoup de modestie, vous allez dire, bon, je ne suis pas là pour dire, oui, vous assénez des vérités, etc. Pas du tout. Je n'en détiens aucune, monsieur Serre. Je n'en détiens aucune. Au fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est de décrire à ma manière, avec un petit peu d'imagination peut-être, en étant un petit peu, disons, original, ce que je vis, ce que je ressens, ce que chacun d'entre nous peut-être peut expérimenter chaque jour dans la vie de tous les jours. Sans plus, je n'ai aucune prétention. Vous me dites que ce sont des nouvelles philosophiques. Je ne suis pas philosophe, mais le trait philosophique est là. Tout le monde est philosophe, je vous rassure. Tout le monde est philosophe. Même ceux qui vous disent à quoi ça ne sert à rien la philosophie, font déjà de la philosophie. Disons que je n'ai pas de formation dans ce domaine. Oui, mais ça c'est autre chose. Vous n'avez pas une formation académique oui. de philosophe. Mais tout le monde, même l'illettré du coin, est philosophe quelque part, parce que du moment qu'il a une pensée, il fait de la philosophie. Du moment qu'il ait une pensée, quelle que soit cette pensée. L'école de la vie nous enseigne à être philosophe. Bien sûr. Oui. Je dis encore une fois, quand quelqu'un vous dit « Oh, mais moi la philosophie, je ne sais pas à quoi ça sert à rien du tout, etc. » Il est déjà en train d'en faire. Oui. Ça s'en rend compte. La philosophie ne répond pas à des questions, mais pose plutôt des questions. Et chaque être humain se pose déjà la question. Primo, c'est ce que vous dites dans votre recueil de nouvelles, quel est l'être humain qui ne se pose pas la question, mais la mort, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est l'une des plus grandes questions philosophiques que tous les grands philosophes du monde ont posé. Ont posé la question de la mort, tous, sans exception. Bien sûr. Sans exception. C'est l'obsession de l'être humain. C'est l'obsession de l'être humain, et je pense que par les temps qui courent, le rapport de l'être humain, de l'homme actuel à la mort, je pense qu'il évolue d'une manière très particulière. Alors quand on voit des gens, des petits jeunes qui sont capables de se suicider parce qu'ils jouent à un jeu, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que la mort pour ces enfants? Quelle est leur conception de la mort? Moi, quand je vois par exemple des gens, des petits jeunes, dans la force de l'âge, qui montent dans un botté et qui prennent la mer et qui vous disent, moi je passe de l'autre côté. Quelle est leur conception de la mort? Ça va même beaucoup plus loin. Malheureusement, des adolescentes et des adolescents jouent avec la mort à des jeux genre je monte sur le toit d'un train et je vais faire des bêtises, etc. Et ça finit évidemment très mal. Hein. Monsieur Serre, des jeux de pendaison. Des jeux de pendaison, mais c'est lugubre comme histoire. On a vu ça malheureusement ces derniers temps avec ce jeu que je ne veux même pas citer, non, il faut horrible pas le citer, vidéo, où en finale il y a eu des suicides, comment ça s'appelle, des mutilations, etc. Et tout ça, et que heureusement les pouvoirs publics ont dénoncé vigoureusement et ont mené une campagne très vigoureuse pour dire aux parents, faites attention à ce que vos enfants regardent sur Internet, parce que malheureusement, il y a des jeux, un adolescent, il n'a pas encore une maturité d'esprit, eh bien peut se laisser aller à des gens. Et là, franchement, moi-même, je réitère avec beaucoup de vigueur, parents, attention à ce que vos enfants regardent sur Internet, parce que un adolescent de 14, 15, 16 ans, etc., est très porté, malheureusement, et on ne s'en rend pas compte, il n'a pas la notion de ce que ça veut dire que la mort. Pour lui, il n'a autre idée. Alors il y a un paradoxe, excusez-moi, il y a un paradoxe quand même dans notre société aujourd'hui, au XXIe siècle, pas seulement chez nous, je veux dire dans le monde entier. Il y a cela, c'est-à-dire adolescent, et ce qui s'est passé chez nous se passe dans le monde entier. Partout. Entre cette jeunesse qui va pratiquement vers la mort, et puis de l'autre côté, il y a, sur le plan médical, notamment, avec l'avancée de la médecine, etc., et de la recherche et de la science, c'est-à-dire comment repousser le plus loin possible la mort. Donc vous voyez un petit peu, c'est paradoxal. Moi, personnellement, ce qui me choque un petit peu, c'est que quand on va sur des âges qui sont, disons, quand même assez jeunes, le rapport à la mort devient un rapport des plus simplistes. Oui. Simplistes.
l'impression que c'est un jeu, qu'on peut tenter la mort, qu'on peut jouer avec la mort. La défier, soi-disant. À la limite, je ne sais pas si c'est véritablement un défi, monsieur Serre, parce qu'on a l'impression que c'est véritablement un jeu. Je me jette du 4e étage et je vais voir ce qui va peut-être m'arriver. Ouais. Peut-être que je ne vais pas mourir. Hein. Il y a des chances que je ne meure pas. D'accord? Et de l'autre côté, quand vous avancez dans l'âge, il y a ce combat qui est mené de façon à repousser les frontières de la mort. Qu'est-ce qui se passe, au fait, chez l'humain? Qu'est-ce qui se passe chez l'humain? Vous savez, je dirais, peut-être, je ne suis pas une comptabilité, hein, mais l'idée de la mort évolue suivant des civilisations. Nous sommes à une civilisation ultramoderne, je dirais, aujourd'hui, dans le monde entier, mais l'idée de la mort n'était pas du tout la même, par exemple, au temps de médiévaux. Ça n'avait rien, ou de l'Antiquité. Dans certaines civilisations, l'idée de la mort totalement acceptée. Je prends par exemple au Mexique, il y a même la fête des morts. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est d'une évidence totale. Hein. Il y a la vie, il y a la mort. Il faut l'accepter comme tel. Vous savez, peut-être, à mon sens, M. Serre, ce qui fait que la mort reste particulière, c'est le mystère qui l'entoure. Si on avait eu des témoignages, si des gens étaient venus nous raconter ce qui se passe après, durant, ça aurait peut-être été un petit peu démystifié. Ben c'est la seule chose que l'être humain ne peut pas totalement comprendre, parce qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Totalement. Hein. Donc ça restera toujours ce mystère. On a même la médecine, on sait très bien qu'il y a eu des expériences qui sont, soi-disant, été rapportées. Sont-elles vraies? Sont-elles une hallucination du cerveau, etc. Sur ce qu'on appelle ce qui se passe après la mort. Les gens sont revenus. Bon, je suis très méfiant là-dessus. Ça m'intéresse. Nous sommes deux, donc, mais je suis assez sceptique. Disons que nous sommes deux. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais que le cerveau peut jouer des tours absolument hallucinants. Peut-être que ça relève un petit peu aussi de l'anecdotique. Moi, je peux vous raconter des anecdotes que j'ai vécues moi-même, mais de là à peut-être tirer des conclusions et en faire des règles... Hâtive, très hâtive. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je reste sceptique comme vous. Encore une fois, moi, je ne suis pas scientifique, vous êtes médecin, mais je sais que nous fabriquons, notre cerveau fabrique certaines drogues. Hein. Oui, qui peuvent parfois nous jouer des tours à nous-mêmes. Qui peuvent nous jouer. Non. Allez, on va passer à la nouvelle que j'aime beaucoup, c'est Makatib. Alors, c'est franchement une nouvelle sur l'écrivain. L'écrivain, quelles sont les responsabilités que nous avons si nous sommes des écrivains, que nous soyons des nouvellistes, des poètes, des romanciers, des tragédiens, etc. Quelle responsabilité envers la société? Mais là, vous jouez à notre jeu, hein, vous dites, envers les personnages que nous avons créés. Alors, c'est très simple. Racontez-nous un petit peu l'histoire. L'histoire. Alors, au fait, je venais de lire 4 bouquins, l'un à la suite de l'autre. C'était Le vieil homme et la mer, d'Hemingway. C'était Le voleur et les chiens, de Najib Mahfoud. C'était Ce que le jour doit à la nuit, de M. Yasmine Akhdala. Et c'était Clara Milic, d'Ivan Turgenev. Et puis, un jour, je dormais, effectivement, je dormais. Et je me réveille en sursaut et je me dis, et si ces gens-là étaient chez moi? Ça m'arrive souvent, ce genre de choses, ça m'arrive souvent, d'imaginer des choses en dormant. Alors, et j'ouvre mon ordinateur, il était 3h du matin. Et il est gentil, Victor Hugo? Je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça arrivera un de ces jours. Ça m'arrivera un jour. Dans les contemplations, vous le citez. Dans un prochain recueil. Méfiez-vous, ça va m'arriver, ce truc. Et je commence à écrire.
Et j'imagine que ces gens-là, dont j'ai lu les ouvrages, étaient chez moi. Au fait, ils étaient chez moi parce que leurs livres étaient chez moi. Ah oui. Une partie d'eux était chez moi. Et de là est partie cette idée de les imaginer dans ma cuisine. Donc au début, je pensais que c'était un voleur qui s'était introduit chez moi. Et puis, doucement, j'arrive dans ma cuisine et là, il y a 4 personnes assises autour. Vous ne les reconnaissez pas tout de suite? Je ne les reconnais pas, je ne reconnais pas, ils sont âgés. Il y en a 2 qui sont de type européen. Il y a un monsieur que je vois de dos, donc je n'arrive pas à reconnaître. Et puis, il y a quelqu'un qui me regarde. Et là, je suis complètement... C'est M. Esmin Akhdara qui me dit... Qu'est-ce qu'il fout là? Et lui, je lui dis... Vous qui se fige dans ma cuisine. Surtout que vous êtes vivant, eux ils sont morts. Ouais. Et vous êtes vivant, qu'est-ce que vous foutez avec eux et qu'est-ce que vous faites là, chez moi? Et lui, il me dit, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Il dit, j'ai lu... Vous voyez, donc c'est vous... à la nuit. C'est vous qui nous avez invités chez vous. Ok, vous êtes chez moi. Mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Et là, ils viennent pour, finalement, après je le découvre, et chacun d'eux attend le personnage principal du livre, des livres que je viens de... Ils attendent quelque chose. Il attend quelque chose. Au début, on ils ne savent pas très bien quoi. Hein. Ils ont été convoqués, oui. Hein. C'est leur esprit oui. qui a été convoqué autour de cette table. Ils savent qu'à une certaine heure donnée, il oui. va se passer quelque chose. Bon, oui. Ils se doutent plus ou moins... Oui. Ils vont être convoqués par un personnage, peut-être de leur roman, mais ils n'en sont pas tellement sûrs. Hein. Oui. Ils sont fébriles. Très. Ah oui. Oui. Ils sont à la limite de la culpabilisation. Ils ne sont pas très bien. Oui. Hein. Pour certains d'entre eux. Ils ne sont pas bien dans leur peau, disons. Oui. Hein. Et puis, vous êtes l'hôte de service, puisque vous entendez... vous voyez bien qu'il y a quelqu'un au salon. Au salon. Et puis alors là, ça commence. Et puis on me dit, et toi, tu vas voir. Le ballet commence. Et je dis, pourquoi moi, j'ai rien à faire dans cette histoire. On me dit, toi, tu y vas, parce que toi, tu n'as rien à craindre. Ouais. Vas-y. Et j'y vais. Bon, normalement, j'y vais. Et là, il y a un personnage qui est là, c'est le personnage de Tourgueniev, qui s'appelle Aratov, Jacques Aratov, qui c'est le personnage principal, avec Clara Milic, ouais. de cette nouvelle, de cette longue nouvelle. Alors là, le ballet commence. Alors là, commence le ballet, et surtout commencent les confrontations ouais. entre les écrivains et leurs personnages. Et ces personnages vont varier dans leurs attitudes, par rapport au destin que leur ont assigné. Allons-y pour que assigné pour ah oui, ils leur disent mais tu aurais pu faire autrement. Oui. Tu aurais pu me faire une fin soit plus heureuse, soit plus... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas faire de fin heureuse, monsieur Sayer. Je ne suis pas porté sur les fins heureuses, moi. Non, mais de toute façon, c'est que tout roman avec une fin heureuse, pour moi, est un mauvais roman. Personnellement, je déteste les happy ends. Moi, je suis pas du tout porté sur les... Le réalisme, malheureusement, l'emporte. Oui. Et le réalisme, c'est que ça finit généralement assez mal. Oui. Et là... La première rencontre, c'est Aratov qui rencontre Tourgueniev. Et Aratov n'accepte pas le destin qui lui a été réservé par son créateur, entre guillemets créateur, il n'y en a qu'un seul, on le connaît tous, mais le créateur ici, c'est l'écrivain. Je reste très très relatif. Donc, il lui dit, qu'est-ce que c'est comme destinée, ce que tu m'as collé? Aimer une femme, se rendre compte qu'on aime cette femme, après qu'elle se soit suicidée. Et suicidée, pourquoi? Parce qu'elle nous a aimés et qu'on s'en est même pas rendu compte. Je n'ai pas fait cas de son amour. Totalement. Ouais. Et là, il lui dit... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on va laisser quand même vos futures lectrices et lecteurs découvrir, mais il faut savoir qu'après, il va y avoir, je crois, Naguib Mahfouz. Non, il y aura Hemingway avant. D'abord, oui, Hemingway. Alors lui, Hemingway, il dit non, je ne veux pas rencontrer... oui, j'ai pas de compte à rendre à un personnage que j'ai créé. Moi, il ne manquerait plus que ça. Moi, j'ai pas de compte à rendre, etc. Oui. Ça. Et en fin de compte, ça va finir avec quelque chose de fort sympathique. Bon,
on sait que Hemingway ne buvait pas que du lait, n'est-ce pas? et donc, ils vont aller prendre un petit verre. Oui. Non, et ça fait référence évidemment au vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer. Encore un pêcheur. C'est là où intervient le mot pêcheur une deuxième fois. Et pêcheur, là, on sent l'acception du péché. Ouais. On sent réellement que là, je ne parle pas du pêcheur qui va pêcher, mais du pêcheur qui commet des péchés. Des péchés. Et surtout que dans le vieil homme, il va se battre. Lui, le vieil homme, il va se battre contre des prédateurs terribles. Et la symbolique de ce combat, M. Seyh, parce qu'en lisant le livre de M. Hemingway, on est tenté de penser que ce qu'il a voulu transmettre comme caractéristique à Santiago, qui est son personnage principal, c'est peut-être ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu comme souci, ce qu'il a eu comme difficulté. Moi, je me suis plongé un petit peu dans la vie de cet écrivain et j'y vois beaucoup de parallèles entre sa vie et ce qu'il décrit dans ce roman, qui lui a valu le Pulitzer d'ailleurs. Absolument. Je crois que c'était pour son roman Pour qui sonne le glas, sur la guerre d'Espagne. Non, c'était pour le vieil homme et la mer. Je pense que c'est pour celui-là, je pense. Enfin, il a une vie absolument extraordinaire, puisque malheureusement, il va se suicider. Hemingway. Suicide qui a été remis en question. Il semblerait que M. Hemingway souffrait d'une pathologie, d'une maladie, qui entraîne des perturbations qui peuvent entraîner un passage à l'acte de type autolytique, de type suicidaire. Alors, ensuite, il va y avoir Naguib Mahfouz, le grand écrivain égyptien, prix Nobel. Oui. Prix Nobel. Et puis, avec cette savoureuse nouvelle, Le voleur et les chiens. Oui, que j'aime beaucoup. Extraordinaire. Et puis, là aussi, il va rencontrer un personnage, son personnage, et puis il va lui dire, bon, voilà, pourquoi tu m'as fait une destin aussi terrible? Il lui dit, mais je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Mais je t'en veux pas. Alors, vous regardez comment dans cette nouvelle, M. Seyh, vous avez Aratov qui se révolte contre son destin. Pourquoi tu m'as fait ça? T'aurais pas dû. Moi, j'accepte pas ce que tu m'as fait. Et puis, vous avez Santiago qui vient... il lui pardonne. Lui, il pardonne. Il dit que finalement, si tu m'as fait ça, c'est que tu avais tes raisons. Ouais. Et en fait, tu me voulais du bien. Oui. Et puis, il y a Saïd Maharam qui vient, il souffre le martyr. Et il n'en veut pas à son auteur. Au contraire, il lui demande de l'aide. Il demande carrément de l'aide. Ça va même plus loin, il lui dit tu m'as aidé à comprendre. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que j'avais pris non seulement le mauvais chemin, mais je n'avais pas compris une chose. Oui. C'est que, si je résumais en deux mots, parce que la nouvelle est absolument extraordinaire de Naguib Mahfouz, c'est il faut savoir donner amour sans demander à ce qu'on en reçoit un retour. Totalement. Tant pis si l'autre vous dit je te veux pas, etc. Si c'est un véritable amour profond, vous savez, c'est comme quand vous faites un cadeau. Si vous attendez un merci à vie, bon, c'est pas la peine. La preuve, le personnage, M. Seyh, s'est vu dépossédé de tout ce qu'il avait. Ouais. Tout ce qu'il avait. Il ne demandait plus que retrouver ce que vous dites. Ensuite, il y a notre ami Mohamed Melsouhoul, Yasmina Khadra. Là, comme nous arrivons pratiquement au terme de l'émission, on va les laisser découvrir pourquoi c'est le seul qui est des quatre de Quatuor qui est convoqué vivant. Et il faut savoir que tous vont s'évaporer à travers la bibliothèque de l'hôte. Oui, et ils vont s'évaporer à travers le livre qui est dans sa bibliothèque. Totalement. C'est magnifique, parce que là, ça devient vraiment poétique. Ils sont arrivés par ça et ils repartent avec ça. Oui. Je dirais que la dernière nouvelle, La fin, est
la symbolique même de, je dirais une double symbolique. La première, l'importance de l'écriture, mais de l'écriture profonde, qu'elle soit philosophique, du roman, de la tragédie, etc., et l'écriture dans notre quotidien. J'y vois aussi la terrible souffrance d'un auteur devant la page blanche. Totalement, totalement. Et c'est ça qui est très beau. Vous savez, M. Saïh, que serait notre vie? Il suffit de s'imaginer un instant que si demain on se réveillait et que tout ce qui était écrit disparaisse, se soit effacé et tout ce qui sert à écrire n'écrive plus. Alors, vers quel âge serions-nous renvoyés? Je crois que c'est même pas celui de la pierre taillée. Hein. Et comment m'est venue cette idée? Il y a M. Najib Mahfoud et M. Yasmine Akhdara qui me posent la question. Ils me disent... Surtout l'arrête d'écrire. Non, mais à un moment, ils me disent, et pourquoi tu écris, toi? Donc je réponds avec cette petite nouvelle, parce que l'écriture, c'est la vie, en fait. Eh bien, parce que j'aime beaucoup cette nouvelle, parce que c'est la question de la responsabilité de celui qui écrit envers les autres, c'est-à-dire ceux qui le lisent. Il a énorme part de responsabilité, mais vous, ça va être les personnages qui vont leur poser cette question-là, c'est-à-dire, bon, est-ce que tu sais au moins est-ce que tu prends ta responsabilité en écrivant cela ou pas? Totalement. On arrive malheureusement au terme de l'émission. Jamel Boussafsaf, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le jour où j'ai cru renaître, un recueil de nouvelles tout à fait magnifique, très hors du commun, mais avec une très belle préface de notre ami Abdelmajid Merdassi. Auquel je dois rendre hommage. Et puis à sa fille. Mademoiselle Merdassi, voilà. Aussi, Maïm. Vous savez que les éditions du Champ Libre fêtent leur 10e anniversaire cette année. Ah, déjà? Oui. Bon, non, mais j'ai une ride de plus, là. Oui, ça fait 10 ans que... Alors, vous-même, très vite, vous-même, depuis très peu de temps, vous avez créé une maison d'édition. Oui, ça fait une année. Une année. Édition Lounja. Lounja Édition, oui, à Constantine. Et vous commencez à éditer. A commencé à éditer 2 auteurs de Constantine, Mlle Karima Zarrouk, qui a écrit un recueil de poèmes magnifiques. Elle a 19 ans. Pour moi, c'est une Françoise Sagan. C'est ma frère Françoise à moi. Et à M. Badreddin Khlifi, qui est un écrivain de Constantine, qui écrit en arabe aussi, et qui écrit des merveilles en arabe. Eh bien, ça va être un grand plaisir que l'équipe d'Expression Libre puisse les inviter très prochainement, afin que, justement, on voit surtout la jeune poétesse, j'aime pas le mot poétesse, la jeune poète, pour venir s'exprimer sur le plateau d'Expression Libre. Parce qu'il nous faut aussi des jeunes talents pour faire connaître à nos amis futures lectrices et lecteurs. J'en serais plus que ravi, M. Serre. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci encore, Jamel Boussafsaf. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure durant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Alors, bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. Même jour, même heure, même punition. Restez bien calés dans vos fauteuils pour la suite des programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore d'avoir été avec nous.